Dans ce cours, nous allons examiner la structure de l'unité fonctionnelle du rein qu'est le néphron, de même que les caractéristiques anatomiques et hémodynamiques particulières de sa circulation. Comme vous le voyez sur cette diapositive, nous allons utiliser, pour les cours de physiologie rénale, la même terminologie que celle qui vous a été proposée dans le cours d'anatomie rénale. Pour ce qui est de la nomenclature de la circulation rénale, nous utiliserons les mêmes termes, sauf en ce qui concerne la microcirculation du néphron. En effet, nous utiliserons ici le terme d'artériole et non d'artère, comme dans le cas des artérioles afférentes que nous voyons ici, pour désigner les petits vaisseaux qui amènent le sang au néphron à partir des artères interlobulaires. Nous allons maintenant aborder l'anatomie détaillée des néphrons et de leurs vaisseaux sanguins. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein, ce qui veut dire que si l'on comprend la physiologie d'un seul néphron, on comprend celle du rein tout entier. Nous allons donc simplifier les choses en suivant pendant tous les cours de cette séquence les événements se déroulant dans un seul néphron, mais il ne faudra pas perdre de vue, et certaines photos vous le rappelleront, que ces événements se déroulent dans des millions de néphrons en même temps. En effet, chaque rein contient plus d'1 million de néphrons. Nous allons maintenant aborder l'anatomie détaillée des néphrons et de leurs vaisseaux sanguins. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein, ce qui veut dire que si l'on comprend la physiologie d'un seul néphron, on comprend celle du rein tout entier. Nous allons donc simplifier les choses en suivant pendant tous les cours de cette séquence les événements se déroulant dans un seul néphron, mais il ne faudra pas perdre de vue, et certaines photos vous le rappelleront, que ces événements se déroulent dans des millions de néphrons en même temps. En effet, chaque rein contient plus d'1 million de néphrons. Chaque néphron est donc formé d'un corpuscule rénal associé à un tubule rénal. Le corpuscule rénal se compose d'une sphère invaginée, la capsule de Bowman, qui enveloppe un réseau de capillaires appelé glomérule. En physiologie, nous divisons le tubule rénal en 4 parties qui se distinguent du point de vue fonctionnel et histologique. D'abord, le tubule contourné proximal, qui émerge de la capsule de Bowman et chemine dans la partie supérieure du cortex pour ensuite se diriger vers la médullaire, où il devient l'anse de Henle, qui descend dans la médullaire où elle effectue un virage en épingle à cheveux pour remonter dans le cortex, où elle devient le tubule contourné distal. Les tubules distaux de plusieurs néphrons se jettent alors dans la dernière partie du tubule rénal appelée tubule collecteur. Ce dernier est chargé d'acheminer l'urine vers la papille rénale. Pour info, et ces chiffres ne sont pas à retenir, je répète, ces chiffres ne sont pas à retenir, le corpuscule rénal fait environ 200 microns de diamètre, tandis que les tubules ont environ 55 microns de diamètre et 30 à 50 mm de long. Lorsqu'on sait que chaque rein contient plus d'1 million de néphrons, on évalue la longueur totale des tubules rénaux des 2 reins chez l'homme à environ 115 km. Nous voyons ici comment le tubule collecteur, qui reçoit l'urine en provenance de nombreux néphrons, parcourt la pyramide vers la papille rénale. À l'approche du pelvis, il fusionne avec d'autres tubules collecteurs et s'élargit. Il forme alors le conduit papillaire qui déverse l'urine dans le calice mineur par l'entremise des orifices papillaires. L'ensemble des tubules rénaux collecteurs qui parcourent la médulla donnent aux pyramides rénales leur rayure longitudinale. Enfin, nous voyons également sur ce schéma qu'il existe 2 populations différentes de néphrons. Les néphrons du cortex rénal sont les plus nombreux, puisqu'ils représentent 85% de la totalité des néphrons. Ils se caractérisent par des anses de Henle courtes, et les anses de certains néphrons corticaux restent même entièrement dans le cortex. Les néphrons juxtamédullaires, quant à eux, ont des anses de Henle longues qui plongent profondément dans la médullaire. Chez l'homme, les néphrons juxtamédullaires représentent environ 15% de la totalité des néphrons. Chaque néphron est étroitement associé à 2 lits capillaires, le glomérule
et le lit capillaire péritubulaire. Le glomérule est un bouquet de capillaires spécialisés dans la filtration et il présente une différence fondamentale avec les autres lits capillaires de l'organisme car il est situé entre deux artérioles. Ainsi, le sang arrive au capillaire glomérulaire par l'artériole glomérulaire afférente, issue de l'artère interlobulaire, et les quitte par l'artériole glomérulaire efférente. Pour rappel, dans la plupart des tissus de l'organisme, les capillaires reçoivent le sang en provenance des artérioles et le déversent dans des vénules. Les capillaires péritubulaires, quant à eux, sont issus de l'artériole efférente qui draine le glomérule. Ces capillaires sont spécialisés dans la réabsorption. Ils entourent le tubule rénal et se déversent dans le réseau veineux rénal. Les artérioles efférentes du cortex donnent naissance à un réseau très dense et très ramifié de capillaires tubulaires. Ce réseau capillaire cortical est associé aux néphrons corticaux, caractérisés par leurs anses de Henle courtes. Par contraste, les artérioles efférentes qui sont associées à la circulation des néphrons juxtamédulaires donnent naissance à de longs vaisseaux droits, appelés vasa recta, qui permettent l'irrigation de la médulaire externe et interne. Les vasa recta ont également une forme en épingle à cheveux, car ils suivent le même trajet que les anses de Henle des néphrons juxtamédulaires, qui descendent profondément dans la médulaire interne. Encore une fois, sur ce schéma, vous pouvez apprécier les différences de structure et de vascularisation des néphrons corticaux et juxtamédulaires. Dans chaque néphron, la première partie du tubule contourné distal vient s'appuyer entre les artérioles afférentes et efférentes. Les parois du tubule et de l'artériole afférente sont modifiées dans la zone où elles sont en contact et cet ensemble s'appelle l'appareil juxtaglomérulaire. À cet endroit, la paroi de l'artériole afférente contient des cellules juxtaglomérulaires qui sont des cellules musculaires lisses remplies de gros granules de rénine. Elles jouent un rôle de barorécepteurs, car ce sont des mécanorécepteurs sensibles à l'étirement de la paroi de l'artériole afférente, ce qui leur permet de détecter les variations de la pression qui y règne. La macula densa, qui veut dire tache dense, située dans la paroi du tubule distal, est une plaque de grandes cellules accolées aux cellules juxtaglomérulaires des artérioles afférentes. Les cellules de la macula densa sont quant à elles des osmorécepteurs capables de détecter les variations de l'osmolarité du filtrat urinaire. Comme nous le verrons par la suite, ces deux populations de cellules jouent un rôle très important dans la régulation du débit de filtration glomérulaire, du volume sanguin et de la pression artérielle systémique. Contrairement aux autres circulations de l'organisme, la circulation rénale n'est pas adaptée aux besoins des reins. En effet, les reins ne consomment que 15% de l'oxygène qui lui est amené par la circulation. Pourtant, ils reçoivent environ 20% du débit cardiaque, soit 1 à 1,2 litres par minute. Avant d'aborder les caractéristiques hémodynamiques de la circulation du néphron, j'aimerais attirer votre attention sur la différence de diamètre qui règne entre les artérioles glomérulaires. Comme vous le voyez sur ce schéma et sur cette image de microscopie électronique, le diamètre de l'artériole afférente est en effet plus important que celui de l'artériole efférente. D'un point de vue hémodynamique, cela signifie que l'artériole afférente impose une résistance à l'écoulement du sang moins importante que l'artériole efférente. Et c'est ceci qui contribue à maintenir la pression sanguine particulièrement élevée dans les capillaires glomérulaires par rapport aux autres lits capillaires. Si vous avez de la difficulté à comprendre comment une diminution de diamètre peut entraîner une augmentation de la résistance à l'écoulement, essayez tout simplement de transposer ce concept à la tuyauterie d'une maison. Il vous sera alors peut-être plus facile de comprendre que lorsque de l'eau qui circule dans un circuit fermé rencontre des tuyaux de plus petit calibre, ceux-ci freinent sa libre circulation
et que la pression de l'eau dans les tuyaux augmente alors en amont et diminue en aval du lieu de résistance représenté ici par la réduction soudaine du diamètre de la tuyauterie. C'est exactement ce qui se passe avec le sang qui circule dans nos vaisseaux sanguins. Cette figure illustre schématiquement les caractéristiques hémodynamiques de la circulation du néphron. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le terme hémodynamique, voici la définition qu'en donne le Larousse. Partie de la physiologie qui étudie les lois d'écoulement, débit, pression, vitesse, etc., du sang dans les vaisseaux. Ici, nous nous intéresserons à l'évolution de la pression sanguine dans les différents vaisseaux du néphron. Nous voyons que, comme dans tous les territoires vasculaires de l'organisme, la pression du sang chute graduellement de l'artère à la veine rénale. Ainsi, la pression sanguine moyenne d'environ 100 mm de mercure dans les artères rénales chute à moins de 10 mm de mercure dans les capillaires péritubulaires qui se déversent dans les veines rénales. Ceci est dû à l'augmentation graduelle de la résistance à l'écoulement du sang liée au petit calibre des vaisseaux de la microcirculation que sont les artérioles et les capillaires. Les chutes de pression les plus importantes sont dues aux artérioles, qui, comme dans tous les lits vasculaires de l'organisme, sont les principaux sites de résistance à l'écoulement du sang. La situation exceptionnelle des capillaires glomérulaires, insérés entre les deux sites de résistance que sont les artérioles afférentes et efférentes, couplée à la différence de diamètre des deux artérioles, permet de maintenir dans ces capillaires une pression sanguine de 55 mm de mercure, beaucoup plus élevée que la pression capillaire normale qui est d'environ 30 mm de mercure dans la plupart des tissus de l'organisme. On parle même, dans le cas des capillaires glomérulaires, de capillaires artérialisés. Comme nous le verrons dans le prochain cours, cette pression élevée est essentielle à la filtration glomérulaire. C'est elle qui pousse le liquide et les solutés à sortir du sang à travers toute la surface des capillaires glomérulaires. À l'inverse, la pression dans les capillaires péritubulaires est particulièrement basse à cause de la résistance à l'écoulement combiné des deux artérioles qui les précèdent. La faible pression de 10 mm de mercure des capillaires péritubulaires favorise ainsi la réabsorption du liquide péritubulaire et son retour vers le compartiment vasculaire. Un petit quiz pour terminer. Appuyez sur la touche diapositive suivante pour voir la réponse. Et voici les réponses. En 9, remarquez que ce ne sont pas des vasa recta, car il s'agit d'un néphron cortical. En effet, vous remarquerez que les capillaires péritubulaires sont situés tout près des vaisseaux arqués, donc à la limite du cortex et de la médulaire. Bravo à ceux qui ont trouvé.